Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Nous sommes le mercredi 13 juillet 2022. Il est 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier mardi une réunion du Conseil national de sécurité, une rencontre sur la situation des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Je vous propose d'écouter le communiqué final lu par Abou Sanogo. Une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mardi 12 juillet 2022 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de cette réunion a porté sur l'arrestation par les autorités maliennes de 49 militaires ivoiriens le dimanche 10 juillet 2022 à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou de Bamako. Le chef d'état-major général des armées a fait une présentation sur les circonstances de la présence de 49 militaires ivoiriens sur le sol malien et de leur arrestation par les autorités maliennes. Contrairement aux allégations contenues dans le communiqué numéro 034 du gouvernement de transition du Mali du lundi 11 juillet 2022, ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien NSE. La présence de ces détachements des éléments nationaux de soutien est conforme au mécanisme de soutien au contingent des pays contributeurs de troupes dans le cadre des missions de maintien de la paix et est bien connu des autorités maliennes. En effet, en vertu d'une convention signée en juillet 2019 entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies et conformément à un contrat de sécurisation et de soutien logistique signé avec la société Sahel Aviation Service SAS, des militaires ivoiriens sont présents à l'aéroport de Bamako. Depuis cette date, 7 contingents se sont relayés périodiquement sur ce site sans aucune difficulté. À leur arrivée au Mali dans le cadre de la 8e rotation, le dimanche 10 juillet 2022, une copie de l'ordre de mission du contingent a été transmise aux autorités aéroportuaires maliennes pour attester de la régularité de la mission. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi que le chef d'état-major des forces armées maliennes en ont reçu copie. Aucun militaire de ce contingent n'était en possession d'armes et de munitions de guerre à sa descente de l'avion. Les armes du contingent, comme autorisées par les Nations Unies pour la protection personnelle et les cas d'autodéfense et selon les procédures en la matière, se trouvaient dans un second avion. Au regard de ce qui précède, le Conseil national de sécurité demande aux autorités maliennes de libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés. Le Conseil national de sécurité tient à rappeler que la Côte d'Ivoire, qui a toujours œuvré au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales pour la paix, la stabilité et le respect de l'état de droit, ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers. Le Conseil national de sécurité informe l'opinion nationale et internationale que les autorités ivoiriennes continueront d'œuvrer pour le maintien du climat de paix et de fraternité qui a toujours prévalu entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Enfin, le Conseil national de sécurité appelle les populations au calme et à la retenue et assure que toutes les dispositions sont en cours pour obtenir la libération rapide de nos braves et vaillants soldats. Et voilà, c'était pour vous le communiqué final lu par Abou Sanogo. On reste au palais de la présidence de la République où le chef de l'État s'est aussi entretenu avec l'ancien président du Bénin, Thomas Boni Yayi, a été désigné médiateur principal de la CEDEAO pour la transition politique en Guinée. De passage à Abidjan, Thomas Boni Yayi est venu saluer et recueillir les conseils et les recommandations du président ivoirien avant d'entamer sa mission de médiation. La conférence de soutien à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville a ouvert ses portes mardi à Paris. Il s'agit pour les donateurs internationaux d'apporter leur contribution matérielle, technique et financière à l'Académie. La conférence a démarré avec l'allocution du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Birahima Ouattara. Il a invité les participants de 60 pays présents à mobiliser les ressources afin de terminer les infrastructures de l'Académie. Téné Birahima Ouattara, que je vous propose d'écouter. Eh bien, la lutte contre le terrorisme est une affaire de tous les pays, épris de paix, de stabilité et de développement. Les efforts déjà consentis par nos deux pays profiteront
à court et moyen terme à tous nos pays ici représentés. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre ensemble cette ambitieuse aventure. Le projet de l'AILCT n'est pas entièrement achevé et son fonctionnement sur le long terme reste à garantir alors que les menaces persistent, voire s'intensifient. La situation dans la région du Sahel montre que nous devons agir vite et ensemble afin d'éviter que toute l'Afrique de l'Ouest, où nous déplorons des attaques terroristes de plus en plus violentes, ne s'embrase. Et c'est reparti pour le grand tournoi de football de la Fondation Children of Africa doté du trophée Dominique Ouattara. L'édition 2022 a été lancée hier mardi au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire. Après 2 années d'interruption liées à la Covid-19, l'édition 2022 va bénéficier à une 60aine de localités sur l'ensemble du territoire national. Objectif, donner la chance aux enfants de pratiquer le sport, facteur d'éducation et de socialisation. Alexis Ouedraogo. Dans les jardins du siège de la Fondation Children of Africa ce mardi, place au football. Après 2 années d'interruption liées à la Covid-19, l'édition 2022 du tournoi, doté de la Coupe Dominique Ouattara, est lancée au grand bonheur des petits et des grands. Ce sont les valeurs véhiculées autour de cette activité que nous voulons retenir. Valeurs qui sont, faut-il le rappeler, le goût de l'effort, l'esprit de discipline, la persévérance, le respect de l'autre et la solidarité. Pour cette 13e édition, 71 localités sont en lice pour plus de 29 millions de francs CFA de primes. L'occasion pour les plus jeunes de s'occuper sainement. Maman Nadine Sangaré, directrice de la Fondation Children of Africa, je vous prie de transmettre à nos mamans tout notre amour et notre reconnaissance pour toutes ces actions de bienfaisance à notre endroit. Partenaire de cette vision, le président de la Fédération ivoirienne de football s'est engagé à prolonger cette action de la première dame. Ce qu'elle fait pour notre jeunesse, mais nous allons nous en saisir pour le faire au plan national. Non pas pendant les vacances uniquement, mais durant toute l'année scolaire. Le président de la République a mis des moyens exceptionnels pour créer de nouveaux stades dans toute la Côte d'Ivoire. Et ces stades de compétition auront autour des stades d'entraînement. Et ces stades d'entraînement donc, vont servir à la pratique du football pour en faire de véritables lieux de vie. Une vision saluée par le ministre des Sports. Faites en sorte que les vertus du sport soient au cœur de vos activités, pour renforcer vos liens, pour créer une véritable animation citoyenne, pour être loin des vices. Nadine Sangaré, directrice nationale de la Fondation représentant la Première Dame, a rappelé l'importance du sport pour les tout-petits pour une croissance de qualité et le développement de valeurs de discipline et de fair play. Par la promotion de ces valeurs, associées à nos actions dans le secteur de l'éducation, la santé et le social, la Fondation Children of Africa œuvre pour le bien-être de nos enfants. À cet effet, le tournoi de la Fondation Children of Africa, qui est sa 13e édition, offre à des milliers d'enfants âgés de 7 à 15 ans la joie de participer à une compétition pendant les vacances scolaires. Notons que pour cette 13e édition, chacune des localités retenues reçoit un montant de 410 000 francs CFA, des cadeaux en nature composés de jeux de maillots et de ballons. 95,23% est le taux de réussite affiché des examens de fin d'année des IFEF, entendez par là les instituts de formation et d'éducation féminine. Sur 714 candidats, 680 ont été déclarés admis par la direction de la formation. Les résultats ont été publiés hier mardi. On en parle avec ce reportage de Sephora Zegui. Dans les institutions d'éducation et de formation féminine IFEF, l'heure est au résultat des examens de fin de formation. 95,23%, c'est le taux de réussite cette année. Sur 714 candidates présentes, 680 sont déclarées admises avec un taux de réussite national de 95,23%. Contre 86,06% en 2021.
un progrès de 9,17% accompli. La tendance à la hausse amorcée ces dernières années se maintient. Dans l'ensemble, l'examen s'est déroulé dans des conditions satisfaisantes, de sorte qu'aucun incident susceptible d'entacher la régularité de son organisation et la fiabilité de ses résultats n'a été noté. Parmi les 714 auditeurs ayant pris part effectivement à cet examen, 7 hommes, dont 6 admis. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant félicite les admis. Il encourage par ailleurs les femmes, les jeunes filles et les jeunes hommes déscolarisés ou non à rejoindre les rangs des IFEF. Les résultats sont disponibles depuis 11 heures dans le hall de la direction de la formation au plateau à la Tour E et dans les centres de composition. Ils sont parfois des migrants en transit, des résidents ou encore des étudiants. Les expatriés ivoiriens vivant au Maroc tentent tant bien que mal de s'intégrer au Maroc, un pays où la vie sociale n'est pas du pain béni. Et pour vivre avec dignité, ces hommes et ces femmes multiplient le petit boulot en mettant en profit leur savoir-faire. C'est le dossier Ecoplus de la rédaction de RTI 1, un dossier proposé par Lanciné Bakayoko. Cet après-midi, à la mezzanine de ce business school dans la banlieue casablancaise, la diaspora ivoirienne reçoit la présidente de la coopérative des commerçants des produits vivriers de Cocody Angré, Wei Kofi. À l'ordre du jour, comment approvisionner le marché marocain? Dans la salle, pas comme. Il écoute, pose des questions, mais sans doute pour élargir son champ d'activité, le jeune homme a déjà un boulot. Ça n'a pas été vraiment difficile l'intégration, mais parce qu'il y avait eu des ennemis qui étaient là, qui nous ont permis de mieux nous intégrer auprès d'abord de nos communautés et le pays dans lequel qui nous a accueillis. J'ai fait une formation d'ingénieur financier ici au Maroc, mais je suis chargé d'affaires d'une structure marocaine qui est le leader dans tout ce qui est la vente de données financières au niveau des structures bancaires et autres. Si Pacom est arrivé au Maroc pour poursuivre ses études, ce n'est pas le cas pour Moussa en clientèle dans le quartier. Le Maroc était pour Moussa un pays de transit en partance pour l'Europe, mais il a fini par abandonner son rêve de franchir la Méditerranée. Aujourd'hui, il gère une entreprise d'envoi de marchandises vers l'Afrique de l'Ouest. On fait la livraison de marchandises de Casablanca au Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous sommes là depuis 10 ans, 10 ans d'expérience. On est bien structuré, tout est organisé, tout fonctionne normalement. À longueur de journée, il sillonne les rues de Casablanca à bord de sa camionnette à la recherche de clients potentiels. À son équipe, il a intégré plusieurs de ses compatriotes, dont Amara. Avec l'administration marocaine, les relations évoluent plus ou moins bien. Au plan local, il n'y a pas de problème, seulement qu'il faut faire la pub, juste sensibiliser les Ivoiriens pour les envois de marchandises, quoi. Donc on essaie de tenir avec les autorités, tout ça là, on essaie de gérer pour atteindre deux bouts, quoi. Jacques est le président de l'Association des jeunes Ivoiriens au Maroc. C'est lui qui est à l'initiative du cadre d'échange entre la diaspora et la reine du vivrier en Côte d'Ivoire. Il est de commerce facile selon ses camarades. S'il en est ainsi, c'est probablement parce qu'il fait partie des privilégiés au sein du royaume chérifien. Une insertion professionnelle réussie. J'ai fait 3 ans de licence en droit et 2 ans en ressources humaines. Donc tout comme chercheur d'emploi, lorsque l'offre s'est présentée, j'ai postulé. À l'issue des entretiens, ma candidature a été retenue. Donc je travaille au sein d'une banque de la place. Les Ivoiriens au Maroc se battent comme ils peuvent pour vivre. Ce restaurant, au cœur de la ville de Casablanca, est devenu quasiment un bout de territoire de la Côte d'Ivoire. Blessing est la responsable de ce maquis où la communauté ivoirienne se retrouve pour manger ivoirien. Beaucoup d'Ivoiriens, mais pas que. On a un peu de toutes les nationalités. Franchement, ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui viennent manger ici. Comme les Ghanéens, les Marocains même viennent manger ici, les Français, les Asiatiques. Les gens viennent découvrir au fait.
Une vraie opportunité pour la présidente de Cocovico, venue rendre visite à Blessing. Une visite aux allures de prospection. J'ai vu que c'est vraiment de la nourriture ivoirienne. On fait du foutou, du placali, de la sauce corpelle, sauce aubergine, même du blé, on le fait. Donc c'est du vivrier. Donc le partenariat peut exister entre la Cocovico et le restaurant chez Maman Philou. De quoi redonner de l'espoir à Blessing, qui n'envisage pas retourner en Côte d'Ivoire de sitôt. Est-ce que vous avez souvent envie de retourner chez vous? Bon, franchement, moi, personnellement, je n'ai pas encore eu cette envie. Parce que je me sens bien ici. Là, c'est l'ancienne Médina, le marché africain de Casa, un monde de brouhaha, un univers de coiffure et d'esthétique, mais aussi de produits comme les féculents, les herbes médicinales séchées, les poissons fumés, du miel et autres ingrédients alimentaires. Mais combien gagne-t-il? Motus et bouche cousue. Et voilà, c'était pour vous le dossier EcoPlus proposé par Lansine Bakayoko, un dossier que vous pourrez revoir sur RTI1. Dans l'actualité internationale, une course contre la montre s'est engagée en Libye pour éviter une nouvelle escalade de violence. La tension reste cependant palpable à Tripoli après la déclaration de Fathi Bachaga, le Premier ministre désigné par le Parlement. Ce dernier a affirmé dimanche dernier qu'il y fera son entrée dans les prochains jours. Après ces déclarations, les milices fidèles au Premier ministre Abdelhamid Beiba se sont redéployées à l'intérieur de la capitale et au point d'entrée de la ville. Des pourparlers sont engagés pour faire baisser la tension. La responsable onusienne Stéphanie Williams a proposé à nouveau sa médiation entre les deux gouvernements. Et puis le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa a conspué par un fort mouvement populaire a quitté son pays tôt ce matin à bord d'un avion militaire pour se rendre aux Maldives, alors qu'il n'a pas encore donné sa démission officielle malgré une promesse. Son successeur éventuel est déjà contesté par le deuxième parti. Si le chef de l'État démissionne comme promis, le Premier ministre sera automatiquement nommé président par intérim jusqu'à l'élection par le Parlement d'un député qui exercera le pouvoir jusqu'à la fin du mandat en cours, c'est-à-dire en novembre 2024. Mais le Premier ministre est aussi contesté par les manifestants qui campent devant le secrétariat présidentiel depuis plus de 3 mois. Voilà, c'est la fin de ce 6h30. Merci de rester devant votre téléviseur. L'info continue sur le www.rti.ci.